Imaginez un char tellement lourd que les ponts s'effondraient sous son poids. Il devait donc traverser les rivières en passant sous l'eau. Même dans ce cas, il avait besoin d'un autre char sur la berge pour lui fournir de l'électricité, et il devait procéder en alternance pour faire traverser les deux véhicules. L'idée d'un char de percée massif a vu le jour bien avant le début de la Seconde Guerre mondiale, mais elle a de nouveau attiré l'attention en 1942. Au fur et à mesure que la guerre s'éternisait, les chars allemands faisaient face à des blindés soviétiques de plus en plus redoutables. Au début de l'année 1942, le fabricant industriel allemand Friedrich Krupp d'Essen s'est vu confier la tâche de construire un char lourd de 100 tonnes en s'appuyant sur une proposition antérieure de 1938. Un autre concepteur, Ferdinand Porsche, reçut exactement le même objectif. Le nouveau modèle devait être prêt pour la production dès que possible. Cependant, il y avait un petit problème. La limite de 100 tonnes était bien trop faible pour ce qui était souhaité. Donc la limite supérieure de masse a été relevée plusieurs fois pour permettre un blindage plus épais, des canons plus lourds et des considérations comme la vitesse, la mobilité et l'économie de carburant ont été complètement ignorées. Des dessins du prototype de Porsche ont été présentés à Hitler en juin 1942 et ont été approuvés. La coque serait fabriquée par Porsche, la tourelle conçue par Krupp. Le véhicule qui en résulta était une bête d'une ampleur sans précédent. Le véhicule qui en résulta fut désigné Panzerkampfwagen 8, initialement surnommé Mammouth ou Mammouth pour des raisons évidentes. Cela fut ensuite changé en Mäuschen ou Petite Souris, qui fut ensuite raccourci en Maus ou, souris. La raison de ce nom est inconnue, mais cela devait sembler drôle à l'époque. La Maus était un char aux proportions épiques, affichant un poids gargantuesque de 188 tonnes métriques. Cela représente plus de 207 tonnes américaines. Pour donner une idée, le déjà imposant Tigre Royal pesait 75 tonnes américaines. La Maus n'avait pas non plus peur de prendre de la place, mesurant 9 mètres de long, et cela avant d'ajouter le canon principal, 3,6 mètres de large et un peu moins de 3,6 mètres de haut. Ce poids énorme était principalement dû aux plaques de blindage qui protégeaient la Maus des dégâts, si épaisses qu'il s'agissait moins d'un char que d'un bunker mobile. L'avant de la tourelle était protégé par 220 mm, soit environ 8,7 pouces d'acier. Le glacis avant, c'est-à-dire la coque sous la tourelle, faisait environ 200 mm ou 7,9 pouces d'épaisseur. Les côtés faisaient 180 mm, soit 7 pouces d'épaisseur, et le toit mince n'avait que 60 mm, soit 2,3 pouces. A titre de comparaison, le blindage frontal du Tiger 1 atteignait 100 mm à son point le plus épais. Avec un tel niveau de blindage, il pouvait résister sans problème à toutes les armes anti-chars alliées, sauf aux plus puissantes. Pour préserver l'intégrité du blindage, l'équipage observait l'extérieur à travers des périscopes plutôt que par des fentes de vision. Cela facilitait la fabrication et n'ajoutait aucun point faible évident à la structure. Le Maus n'a pas été conçu dans un souci de discrétion. Le canon principal devait être un énorme canon de 150 mm, capable de tirer directement sur une cible ou d'être élevé pour tirer par-dessus des obstacles comme une pièce d'artillerie. Les plans initiaux prévoyaient également une mitrailleuse MG34 pour la défense contre l'infanterie, mais cela n'était pas suffisant en termes de puissance de feu, donc les plans incluaient aussi un canon anti-char de 75 mm. Au fur et à mesure du développement, le canon de 150 mm a été remplacé par un canon plus discret de 128 mm. C'était pour simplifier la conception, puisque l'Allemagne avait besoin de chars et en avait besoin rapidement, avec des plans pour que des variantes ultérieures soient équipées d'un armement plus lourd. Au fur et à mesure que la guerre avançait, la puissance aérienne alliée devenait de plus en plus menaçante, et vu de plusieurs milliers de pieds dans les airs, le Maus n'était pas tant le roi du champ de bataille qu'une très grande cible. Pour empêcher une escadrille de P-47 de le transformer en tas de ferraille, il a été proposé que le Maus soit équipé de canons antiaériens, à la fois des canons de 20 mm et de 37 mm. Si cela ne suffisait pas, il y avait également des plans pour ajouter un lance-flamme intégré, mais cela a rapidement été abandonné. Deux prototypes du Maus ont effectivement été fabriqués, le V1 et le V2. Le premier était un modèle sans tourelle qui a commencé les essais en décembre 1943. Les résultats étaient décevants. Le char était propulsé par un moteur Daimler-Benz MB507 modifié, qui était cruellement sous-motorisé. Dans des conditions idéales, le Maus pouvait atteindre la vitesse fulgurante de 13 km/h, ce qui signifiait qu'en combat, il serait dépassé même par un soldat en train de trottiner. Il a ensuite reçu un moteur MB509 pour poursuivre les essais. Pour simuler une tourelle, une fosse en béton a été ajoutée, afin de poursuivre les essais, avant qu'une véritable ne soit disponible. La deuxième version devait être équipée d'un moteur Daimler-Benz MB517, beaucoup plus puissant.
bien que les essais aient encore été réalisés avec le MB509. Dans des conditions idéales, il pouvait atteindre une vitesse lente mais respectable de 13 miles et demi par heure sur des routes lisses. Ce n'est pas exceptionnel, mais ce n'est pas mauvais non plus. Le MOS était aussi un véritable gouffre à carburant. Le moteur à essence consommait 3,5 litres par kilomètre. Cela représente environ 1,5 gallon par mile. Il était également équipé d'une transmission électrique de pointe, qui était aussi utilisée sur des chars lourds comme le canon d'assaut Elefant. Le poids du MOS reposait sur 10 doubles galets de roulement, qui faisaient partie d'un système de suspension à bogie externe spécialement conçu, car aucun système existant ne pouvait supporter un poids aussi immense. Étrangement, selon des conducteurs d'essai, le MOS était étonnamment facile à conduire, et se manœuvrait bien mieux qu'on ne l'aurait attendu pour un véhicule de cette taille. Le MOS devait avoir un équipage de 6 personnes, un commandant, un tireur, un opérateur radio, un conducteur et 2 chargeurs. Le conducteur serait situé à l'avant gauche de la caisse, l'opérateur radio à droite. Le reste de l'équipage se trouvait dans la tourelle, ce qui posait problème. Ces membres de l'équipage devaient sans cesse se déplacer pour éviter d'être touchés par le recul du canon principal ou du canon secondaire de 75 mm. La solution consistait à placer les 2 chargeurs à l'arrière de la tourelle, le tireur à l'avant droit de la tourelle, le commandant à gauche. C'était toujours exigu et difficile de se déplacer, mais cela restait fonctionnel. Apparemment, l'idée de simplement retirer le canon supplémentaire n'a pas été envisagée. L'idée qu'un pont ordinaire puisse supporter le poids du MAUS était risible, donc les ingénieurs ont dû trouver un moyen pour que le MAUS puisse traverser des rivières profondes. Heureusement pour eux, on leur a donné carte blanche pour trouver des solutions créatives à ce problème. Le plan était d'installer une unité de puissance séparée à l'intérieur du char, ce qui permettrait de pressuriser le char. Isolé de cette manière, le MAUS pourrait, en théorie du moins, traverser jusqu'à 7,5 mètres sous l'eau. La circulation de l'air serait assurée par des ventilateurs, et il y aurait un grand tuba cylindrique qui fournirait de l'air au moteur et servirait également de trappe de secours pour l'équipage. L'alimentation électrique de la transmission serait assurée par un autre MAUS, qui serait relié par un câble étanche, et la paire de chars traverserait alors la rivière en se relayant au fond de la rivière. Bien que ce qui se passerait s'il n'y avait qu'un seul MAUS reste un mystère. Pendant que le MAUS était en cours de développement, le haut commandement allemand a d'abord commandé 150 de ces chars, dès qu'ils seraient prêts. Puis la réalité les a rattrapés. À la fin de l'année 1943, l'Allemagne se trouvait dans une situation de plus en plus désespérée. Avec des pertes titanesques qui s'accumulaient et des raids aériens alliés dévastateurs, il était pratiquement impossible de justifier les ressources nécessaires pour ce projet. Pour aggraver les choses, l'usine Krupp qui abritait les plans et les informations techniques a été touchée par un raid aérien et détruite. Au total, seuls 2 coques et une tourelle ont été fabriqués. Ceux-ci seraient tout de même utilisés pour des essais. En août 1944, il a été ordonné d'arrêter les essais, car il y avait des préoccupations plus urgentes, bien qu'il y ait eu encore quelques modifications de la conception, en particulier sur le moteur. Il existe une certaine controverse concernant l'utilisation du MAUS au combat. Certaines sources affirment que l'un ou les 2 chars ont été utilisés au combat, bien que cela ne soit, au mieux, qu'anecdotique. En réalité, l'un d'eux n'avait même pas de tourelle, et en plus de cela, lorsque les troupes soviétiques ont capturé le terrain d'essai, les chars avaient déjà été détruits par les Allemands en retraite. Il est presque certain qu'ils n'ont jamais combattu. La caisse du V1 et la tourelle du V2 ont été récupérées par les soviétiques et utilisées pour des essais. L'ensemble est actuellement exposé au musée des forces blindées à Koubinka, près de Moscou. Alors, que penser du MAUS ? C'était une autre des obsessions d'Hitler, où la grandiloquence théâtrale prenait le pas sur les considérations pratiques. Il aurait été trop coûteux à construire, un cauchemar à entretenir et à ravitailler, et il était tellement massif qu'il aurait été une cible facile pour les avions alliés. L'idée d'un char lent capable de détruire toute opposition était complètement inadaptée au champ de bataille au rythme rapide de la Seconde Guerre mondiale.